Voilà, Madame Verrien et Madame Eustache-Brinio sont les deux rapporteurs du texte de notre commission. Une partie de ce texte qui concerne l'éducation a été déléguée à la commission de l'éducation et c'est notre collègue M. Piednoir qui est le rapporteur. Mais il n'est pas là ce matin puisqu'il auditionnera de son côté. Nous allons vous laisser la parole pour nous donner votre point de vue sur ce texte. Et puis ensuite, il y a évidemment une série de questions. On essaye de tenir dans un délai de 50 minutes voilà, pour être bien. Alors, vous avez la parole. En tout cas, je vous remercie de votre présence également. J'ai oublié de le faire. Je vous prie de m'excuser. Entre Lyonnais, on peut se permettre cela. Cher Monsieur le Président... Ne révélez pas trop de secrets. Ah, non. Pas trop. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Après une longue démarche de travail sur un texte qui, à mon sens, n'a jamais été aussi préparé en amont par les cultes, et à travers vous, je voudrais remercier toute la représentation nationale, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, différents intervenants sur cette loi, d'avoir autant associé les cultes. Et je trouve que c'est sain et c'est en même temps une façon d'élaborer une loi qui soit l'émanation de ce que la société a besoin. Je crois que nous sommes dans une position où nous devons faire quelque chose collectivement. Et vous fabriquez la loi, en tout cas vous l'écrivez, vous la rédigez, vous contribuez à la rendre effective, et c'est quelque chose d'important. On a assassiné des gens en France, on a décapité un professeur, on ne peut pas rester sans rien faire. Je crois que, et je le dis après mes amis catholiques qui sont passés devant moi il y a quelques instants, que j'ai croisés dans le couloir, les catholiques nous ont remis ce lundi, un texte incroyable sur leur engagement à lutter contre l'antisémitisme. Quelle nécessité avait-il aujourd'hui de le faire? Aucune. Simplement, ils se sont dit, attention, on commence à s'habituer. C'est ce que disait Peggy, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Et je me dis que si on commence dans notre pays à s'habituer à une forme de violence, qui ferait qu'un jour on en vienne à se dire, bon, bah, tant qu'on a moins d'attentats que telle année, eh ben ça va, ce serait dramatique. Et je me dis, il faut faire quelque chose. Et il se trouve qu'en France, c'est peut-être un tort, mais c'est comme ça, en France, quand on veut faire quelque chose, on fait une loi. Et donc, moi je suis pour ce principe de rappeler les principes républicains. Je le suis tellement que dans les travaux préparatoires, et notamment auprès du président de la République, j'avais suggéré de ne pas être dans une posture négative. Rappelez-vous, au départ, on parlait de loi contre le séparatisme, et j'avais suggéré dès le départ de faire en sorte que ce soit une loi pour quelque chose. Alors, je n'avais pas dit pourquoi, mais je pense qu'on mobilise toujours beaucoup plus en étant pour quelque chose qu'en étant contre quelque chose. Je crois avoir été entendu avec d'autres, et j'ai le sentiment que, oui, faire quelque chose, c'est à un moment aller à l'action au-delà de la parole. Et si j'ose vous parler un peu de Bible, mais vraiment un tout petit peu, et je le fais en ayant un stylo très républicain en main, donc ça compensera ce que je fais de parler de Bible dans cette assemblée, dans cette institution. Le peuple juif s'est engagé au pied du mont Sinaï en disant deux choses: nous ferons et nous interpréterons et nous écouterons. C'est l'action qui démontre la vérité de nos proclamations. Et je crois qu'il faut qu'on arrive maintenant à un temps de l'action qui aille au-delà de la parole. Le principe que je trouve plutôt juste dans cette loi, c'est un rééquilibrage, en fait une recherche de cohérence entre la loi de 1905 et de 1901. Le principe, c'est que pour faire du culte en France, vous devez être sous le statut 1905, sauf mes amis catholiques qui ont un statut de 1907. Mais bon, ça, c'est les aléas de l'histoire. On en parlera si vous voulez après. En revanche, vous voulez faire du culte, c'est 1905. Et dans les faits, beaucoup d'associations cultuelles, moins dans mon culte, puisque dans le judaïsme, je vous le dirai pour répondre, j'ai répondu à votre questionnaire que vous m'avez proposé, on est à 90% à peu près en 1905. Le principe, c'est qu'il y a des gens qui font du culte sous le chapeau, je n'allais pas dire sous la kippa, mais sous le chapeau d'une association loi 1901, sans aucune des contraintes de la loi 1905, aucune. Et donc il faut la cohérence. Vous voulez faire du culte sous la loi 1901, eh bien vous aurez les mêmes contraintes que la loi 1905. Maintenant, je ne suis pas contre, je n'ai jamais été contre d'entendre ce que, par exemple, certains cultes
demande, et je le demande parce qu'il y a une cohérence aussi en cela, c'est que, prenons l'exemple qui n'est pas le mien, celui du Secours catholique par exemple, qui fait du social. Le Secours catholique, puisque c'est du social, ne pourrait pas le faire sous le chapeau 1905. Parce que l'objet, je ne peux pas dire l'objet social, mais c'est comme ça, l'objet social de la loi 1905, c'est exclusivement le culte. Mais est-ce que le social, c'est-à-dire donner aux pauvres, ce qu'on appellerait dans le judaïsme la tzedaka, la charité dans le christianisme, le zakat dans l'islam, ça ne relève pas du spirituel, du religieux? Pour moi, oui. Donc il y aurait une logique à ce qu'on élargisse le champ de la possibilité du statut 1905 pour y inclure le social. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'en réalité, toutes les organisations en 1905 ont créé des sœurs en 1901 qui font le social. Mais je trouve légitime cette recherche de cohérence de l'État, de vouloir que quiconque gère du culte sous une association de loi 1901 subisse les mêmes contraintes que les associations sous la loi 1905. Le principe du contrôle des flux financiers ne me gêne absolument pas. Je répondrai aussi, et peut-être je vais commencer à répondre à vos questions. Pourquoi il ne me gêne pas? Parce que ce n'est pas l'interdiction des flux financiers venant de l'étranger, c'est le contrôle. Donc, si ça gêne quelqu'un de dire d'où vient l'argent, c'est qu'il y a un problème, puisqu'il y a la maire d'une grande ville du nord de la France qui rappelle souvent ce que disait sa grand-mère: quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, moi, ce que j'en dis, je dis simplement, ça ne devrait gêner personne de dire voilà d'où viennent les fonds afférents à notre fonctionnement. Alors, si vous permettez, je vais reprendre votre questionnaire qui était vraiment très, très large et qui permettait de répondre à toutes les questions. Vous me demandez quelle appréciation globale je porte sur la loi. Est-ce que je partage le diagnostic qu'il sous-tend? Bien sûr. Oui, je pense qu'il faut faire quelque chose et le diagnostic est clair. Il y a des pulsions séparatistes chez certains. Et si vous lisez, par exemple, un grand journal du matin, Le Figaro de ce matin, vous verrez qu'il nomme très clairement non seulement le séparatisme islamiste, mais il nomme très clairement dans l'islam, parce qu'il ne faut jamais faire d'amalgame avec l'islam organisé en France, il nomme très clairement les 3 fédérations qui refusent de signer ce pacte républicain. Et moi je me dis, puisque la presse du matin donne les noms, on pourrait déjà commencer par régler cette question avant de taper sur tout le monde. Mais ceci dit, la loi doit être uniforme et il faut qu'elle soit capable, cette loi, d'avoir assez de finesse pour ne pas gêner ceux qui s'appliquent parfaitement à respecter tous les principes républicains. Donc oui, le diagnostic est juste et il faut, à mon sens, faire cette loi. La situation d'association qui organise le culte, au regard de la loi 1905, je vous en ai parlé, oui, il faut une recherche de cohérence entre les associations qui font du culte en 1901 et 1905. Comment je juge les évolutions proposées en matière de droit des associations cultuelles? Quel sera pour vous l'impact en termes de création, obligation de déclaration préalable de la qualité cultuelle? Là encore, le travail en amont qui a été fait par les cultes a permis de faire que cette demande de déclaration préalable auprès des préfets ne soit effective que pour les associations qui ont moins de 15 ans d'existence. C'est-à-dire qu'on va reconnaître l'historicité des associations, leur engagement, leur patrimoine, je dirais, leur ADN, d'une certaine manière. Et donc, on n'aura pas besoin de se justifier en permanence pour dire que l'OSE, le CASIB, COJASOR ou le consistoire restent fidèles à leur objectif. Je me permets ici de rappeler avec bonheur la devise du consistoire, religion et patrie, ce qui laisse absolument aucune ambiguïté. Oui, je pense que c'est dans une grande démocratie, on doit manifester le principe du respect du droit quant au contrôle des financements. Je le répète, il n'est pas interdit, il est juste déclaratif. On doit dire d'où viennent les sommes arrivant de l'étranger. Qu'est-ce que je pense? Alors là, j'ai adoré votre 4e question. Qu'est-ce que je pense du respect du contrat d'engagement républicain qui sera exigé de toutes les associations sollicitant l'octroi aux bénéficiaires d'une subvention publique? Je vais vous dire, je serai à votre place, j'irai beaucoup plus loin. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de recevoir des subventions de l'État pour être obligé de proclamer son engagement républicain. C'est comme si vous me dites, je ne reçois pas d'argent de l'État, je peux dire tout ce que je veux, je peux déclarer ma haine de quiconque. Je trouve inadmissible qu'on refuse de signer un engagement républicain comme si c'était quelque chose qui obérait notre liberté. Mais qui
Qui peut s'inscrire dans l'espace républicain sans dire j'adhère aux principes républicains? Donc moi, je ne voudrais pas qu'on limite cet engagement aux seules associations recevant des subventions. Je voudrais qu'on l'étende à tout le monde. Chaque association en France, pour être déclarée, devrait s'engager évidemment à respecter de manière intégrale et totale les principes républicains. Oumarou. Quelle appréciation je porte sur le régime de dissolution administrative des associations issues de la loi de 1936, etc. Moi, j'estime qu'il y a dans tout système, et aujourd'hui plus que dans n'importe quelle époque du monde, le principe qu'on appelle l'accountability dans les entreprises, c'est-à-dire le principe de rendre des comptes, est au cœur de l'engagement citoyen. On ne peut pas faire les choses aujourd'hui sans rendre des comptes, sans dire voilà ce qu'on a fait. Et je puis vous dire que, en gros, ce qu'on a appelé le principe pour empêcher les putschs, comme ça qu'il a été appelé par la presse, le principe anti-putsch. Mais vous n'avez pas idée du niveau de démocratie dans les institutions juives. Qui dit niveau de démocratie, dit parfois joute électorale, mais à la fin, si ça ne va pas, c'est déféré devant un tribunal qui tranche. Mais il y a des renouvellements, il y a des assemblées générales, il y a rapport moral, il y a des rapports financiers. Bref, cette idée de rendre des comptes implique que si les choses ne sont pas claires, eh bien l'État doit sanctionner comme n'importe quelle association. Et c'est la garantie finalement du bon fonctionnement des cultes, leur insertion parfaite dans une forme d'espérance républicaine. Écoutez, faites-moi confiance. Jamais j'ai vu au Secours catholique, et je peux le dire aussi pour le judaïsme, jamais je n'ai vu à Losé, au Kazib Kojazor, ou dans les caisses de secours protestantes ou musulmanes, jamais je n'ai vu qu'on demande un certificat de baptême à quelqu'un pour l'aider. C'est-à-dire que le législateur, qui est parfaitement informé de ce fonctionnement, le sait tellement bien, et je le dis devant des spécialistes du budget, que lorsque vous faites un don pour une association cultuelle, votre don est défiscalisé à hauteur de 66%. Vous croyez quand même pas que c'est pour les beaux yeux du rabbin, du pasteur, du prêtre, de l'imam, ou de qui vous voulez. C'est uniquement parce que l'État a parfaitement conscience qu'une partie de cet argent est consacrée au bien public, au bien commun. Donc de la même façon que l'État, en défiscalisant les dons, considère que vous apportez quelque chose pour tous, si vous avez un comportement qui n'est pas cohérent avec le bien commun, il est légitime que l'État sanctionne et que l'État procède à la dissolution ou à la réorganisation des instances dirigeantes des associations. Estimez-vous adapter les mesures qui touchent à la police des cultes? Oui. Oui, parce que ça ne touche pas la police des cultes. Je vous donne un exemple simple. On a dit c'est inadmissible, on va nous imposer des changements, on va nous imposer, par exemple, l'égalité entre les sexes dans les associations. Moi, je suis pour. Les instances dirigeantes des associations qui sont des instances républicaines. Le consistoire est lié à une loi 1905, mais il y a des femmes présidentes de communauté. Lorsque j'ai été élu dans mes fonctions, la première visite que j'ai voulu faire un Shabbat, c'est-à-dire passer tout un week-end dans une communauté, j'ai choisi volontairement, en le disant bien, une communauté présidée par une femme. Pour dire, il faut que les femmes s'engagent dans les instances communautaires. Et c'est formidable. De là à ce qu'on me dise qu'on m'oblige à faire en sorte que dans les synagogues, les hommes et les femmes sont séparés comme c'était le cas dans les églises, notamment au Pays Basque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Pays Basque ici, mais à Saint-Jean-de-Luz, la magnifique église. La différence entre les églises du Pays Basque, c'est que ce sont les hommes qui sont en haut, les femmes en bas. Dans les synagogues, c'est souvent les femmes en haut, les hommes en bas. Mais au-delà de cette petite différence géographique, il n'empêche que jamais dans la loi, je n'ai vu quelque chose qui pourrait laisser penser que dans la gestion du culte, on m'imposerait de dire ou de penser ou de faire quelque chose contraire à la règle que je pense être celle de la religion juive. En revanche, dans le système associatif, oui, on doit respecter absolument l'intégralité de la loi républicaine, et notamment sur cet enjeu homme-femme qui me paraît être un enjeu très important. La notion des ministres de culte vous paraît-elle suffisamment définie? Oui, elle est définie en réalité par le fait qu'il y a une communauté, quelle qu'elle soit, qui accepte une personne comme son dirigeant cultuel. La réalité, c'est que dans notre système, par exemple au consistoire, les communautés peuvent choisir un rabbin, elles doivent juste le soumettre à mon approbation, sauf quelques grosses communautés où il y a un système électoral un peu plus poussé. Mais globalement, si une communauté accepte quelqu'un comme son dirigeant cultuel, à ce moment-là, il est adoubé d'une certaine manière par la communauté. Mais il ne peut pas sortir d'un système parce que malgré tout, il est encadré par un président, une présidente, des administrateurs, bref, un système associatif qui est aussi responsable de ce qu'il fait. C'est l'un des
des points que je voudrais juste souligner. Attention, en France, mais c'est logique, c'est le mouvement de la société qui le fait, à ne pas considérer que le principe qui fonctionne dans l'Église catholique est le même qui fonctionne dans tous les cultes. La hiérarchie n'est pas exactement la même, le système pyramidal n'est pas exactement le même. Nous avons la chance dans le judaïsme français d'avoir un système issu de Napoléon, c'est-à-dire un système pyramidal avec un grand maître de France, des rabbins régionaux et des rabbins locaux, mais ce n'est pas le cas partout et d'autres associations ont pu se créer. Enfin, le projet de loi prévoit d'harmoniser les législations applicables encadrant les cultes, et notamment pour l'Alsace et Moselle. Je suis toujours prudent dès qu'on veut toucher à la spécificité de l'Alsace et de la Moselle, parce que c'est parfois oublier notre histoire. Et notre histoire nous a structurés. Ce n'est pas ce qui va mettre en péril ni le budget de l'État, ni le fonctionnement. Je trouve qu'il y a un bon équilibre et il y a une entente entre tous en Alsace, en Moselle, qui fait chaud au cœur et qui donne finalement à penser que c'est dans la diversité des systèmes, parce que si on commence à toucher en Alsace, en Moselle, on va commencer à vouloir toucher aussi Outre-mer. Et si Outre-mer, dans quel Outre-mer? C'est pas la même chose à La Réunion qu'à Mayotte. Et après, on verra. Enfin, bref, c'est un débat sans fin. Je crois que là, ici, il s'agit de réaffirmer les choses essentielles pour nous, comment on va construire quelque chose ensemble. Je voudrais, si vous permettez, avant d'entamer le temps de débat, Monsieur le Président, vous proposer quelque chose. Si on en est à réaffirmer les principes essentiels, les principes républicains, ma seule crainte, si vous voulez, c'était que finalement, on présente cela comme un fait simple. Les religions sont un risque pour l'État, on va les encadrer pour empêcher qu'elles soient un risque pour l'État. Or, ce n'est pas le cas. On le sait très bien, aucun culte ne demande ni la suppression de la laïcité, aucun, et surtout pas. Nous sommes profondément laïcs et profondément attachés à la laïcité. C'est la laïcité qui nous permet de dialoguer entre nous. Sans la laïcité, la cérémonie, prophétique dont je vous parlais tout à l'heure entre l'Église et nous, ne peut pas avoir lieu. Elle ne peut pas. Parce qu'il n'y a aucune raison, si on se pense plus proche de ce qui est consubstantiellement l'État, on n'a aucune raison de discuter avec des gens à qui on n'attribue pas cette qualité. Alors si c'est le cas, peut-être que dans l'article 1 de cette loi, on devrait rappeler le principe de liberté de pratique religieuse qui est au cœur de ce qu'est la laïcité. Oui, neutralité de l'État, mais avant tout la liberté de pratique religieuse. Parce que ce que je sens parfois chez certains, et notamment pour celles et ceux qui sont dans des collectivités territoriales, parfois je sens l'interprétation. Je donne l'exemple de la CAF d'un département de banlieue parisienne qui, par exemple, va refuser les bons de vacances pour des enfants, des familles qui mettent leurs enfants chez les scouts. Scouts juifs en l'occurrence, mais ça peut être les scouts catholiques, scouts unionistes, enfin ce que vous voulez. Ou scouts musulmans. C'est pas parce qu'il y a ce qu'on appellerait dans l'école un caractère propre qu'on peut pour autant nier le côté bien commun que peuvent apporter ces colonies de vacances, qui sont parfois les seules façons de partir en vacances pour des enfants. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas les moyens d'aller en colo. Je vais aller en colo, je suis allé dans les VVF. Mais quand les gens disent les VVF, c'est vacances de pauvres, mais c'est vacances qui étaient mes vacances. Et donc, dire à quelqu'un, parce qu'on est dans une interprétation pas rigoriste, une interprétation fausse, fallacieuse du terme laïcité, et qu'on en vient en réalité à décrire ce qui serait un État athée, ce que nous ne sommes pas, nous sommes un État laïque, pas athée. Eh bien, je crois qu'il y a un véritable risque. Et si j'ose m'adresser à vous tous, mais en visant l'un d'entre vous qui a eu d'éminentes fonctions au ministère de la Défense, et la République n'a qu'à s'en féliciter. Ce ministre arrivant en fonction, mais je ne veux pas dire lequel d'entre vous, mais c'était en 1997, si j'ai bonne mémoire, quelqu'un, non mais je ne veux absolument pas donner son nom publiquement, et ce ministre a une idée, on lui présente plein de mesures de réduction de coûts et on lui dit les aumôniers ça coûte cher. Et comme c'est un ministre plutôt futé, il dit on va demander au contrôle général des armées de faire une inspection. Il mandate donc ce ministre très avisé, un certain monsieur Alix, contrôleur général des armées de son État, et ce brave homme fait un audit des aumôneries des armées. Voilà sa conclusion. 1. Ils font un travail formidable. 2.
ils ne sont pas assez bien soutenus, il faut mieux les soutenir, mieux les aider. 3, on a véritablement besoin de ce qu'ils font, parce qu'en termes de lien social, ils sont extraordinaires. Et moi, je voudrais conclure là-dessus, en vous disant que si on est capable de réaffirmer le principe de liberté de pratique religieuse, ce qui lève l'hypothèque que certains verraient dans ce texte en disant oui, il s'agit encore de coincer les religions qui sont fondamentalement contre la République, ce qui est faux. Eh bien, on aurait premièrement cela. Deuxièmement, on aurait une façon de dire il nous faut absolument que les associations, le tissu associatif tienne le terrain. C'est parce que le tissu associatif a été brimé dans cette capacité à servir, à accompagner les gens, que les personnes en difficulté ont été obligées de faire du soutien scolaire dans des associations mal foutues, des associations qui avaient des objectifs cachés et qui, sous prétexte de soutien scolaire ou sous prétexte de donner un goûter aux enfants, en réalité, les endoctrinent, les coupent de leur famille, les coupent de la société, les coupent de la République. Et donc, il faut impérativement redonner de la vitalité à ce tissu social que moi j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Peut-être les MJC, enfin, tout ce tissu qui était la réalité. Parce qu'en réalité, dès que vous avez des agents qui sont des agents de liaison, de lien, de création de liens sociaux, ce que sont aussi les religions avec d'autres, évidemment, eh bien, vous produisez plus d'espérance, peut-être plus d'espérance aussi républicaine. Voilà, merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole, 3 en l'occurrence. Madame Goulet. Ah oui, pardon, j'ai oublié les rapporteurs. Oui, ça va mal se passer pour moi. Non. Alors, mesdames, qui souhaite la parole? Madame Eustache-Brinio. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce que je sais que c'est important que tout le monde participe. D'abord, merci pour vos propos parce qu'on a besoin d'entendre aussi ça. C'est-à-dire que vous avez parlé au tout début de votre intervention de ce pourquoi nous étions là. Et il ne faut pas l'oublier. Vous avez rappelé les attentats, vous avez rappelé Samuel Paty, vous avez rappelé et voilà cet antisémitisme grandissant dans notre pays qui est une réalité. Dans les banlieues, c'est un vrai problème, il faut quand même le reconnaître. Puisque tous les enfants juifs ont pratiquement tous quitté l'école de la République, il faut le reconnaître aussi. Donc voilà, et c'est ensemble que nous arrivons à combattre tous ces fléaux de la société. Alors, je suis assez rassurée par vos propos parce que globalement, ce texte vous convient. Globalement, parce que quand vous avez répondu à nos questions et globalement vous vous sentez pas entre guillemets menacé dans votre foi et dans votre croyance par ce texte, et c'est important pour nous parce qu'effectivement vous avez rappelé que la liberté religieuse est nécessaire, la liberté de croyance c'est une liberté que chacun effectivement a le droit de poser. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire que ce tissu social dont vous avez parlé est une vraie nécessité, effectivement. Il a probablement été cassé, ou en tout cas, il s'est diffusé un petit peu différemment parce que nous n'avons aussi pas été très attentifs à notre politique de peuplement. Souvent, c'est une des conséquences, il me semble. Voilà. Donc, vraiment, moi, je voudrais vous demander... Bon, voilà, c'est important, vous l'avez dit, mais... Honnêtement, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas menacé par ce texte. J'aimerais vous l'entendre dire parce que parfois on l'entend et je pense que c'est important pour nous que nous l'entendions. Et je voulais vous remercier pour la clarté de vos propos, en tout cas. Cette République qui aujourd'hui nous permet de vivre ensemble, vous l'avez conforté par mes propos. Merci à vous. Merci sincèrement. Merci. Madame Verrien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Grand Rabbin. Alors moi, j'ai aussi bien entendu que ce texte avait été concerté en amont avec les cultes, et je pense que c'est important que cela soit précisé. J'ai 2 questions. La première, vous parlez d'élargir 1905 à un objet social, en parlant par exemple du secours catholique. Mais est-ce que ce ne serait pas justement le résultat inverse de celui qu'on cherche à obtenir en séparant bien le cultuel du culturel, parce qu'on sait aussi que le politique, et notamment l'islam politique, arrive souvent par le culturel pour ensuite s'installer dans le cultuel. Donc cette séparation, me semble-t-il, entre 1905 et 1901 est la base même de lutter contre ce qui permettrait de développer l'islamisme. Et c'est en ça d'ailleurs que je réponds à Philippe Bas en me disant que je pense que c'est vraiment sur la structure même qu'il faut jouer, et donc je ne crois pas qu'on puisse lutter contre l'islamisme en tant que tel comme on lutterait contre le nazisme sans s'interroger vraiment sur la structuration même de la religion qu'est l'islam. Donc
Voilà, première question. Et ensuite, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment justement sont désignés les rabbins, puisque vous avez effectivement une organisation qui est différente, comme vous le disiez, de l'Église catholique. Merci. Je vous laisse la parole tout de suite, puis après on prendra les autres questions. Ok, merci vraiment pour ces deux questions. En deux mots, je peux vous redire, oui, il faut faire cette loi. Cette loi est nécessaire. Juste, peut-être, et je ne veux pas dire mais, parce qu'il n'y a pas de mais, c'est que dans la volonté de traiter des dérives inacceptables de certains, on risque parfois de toucher des associations et des systèmes religieux qui ont été vertueux depuis leur création. Je suis sidéré de voir, je vous le dis, cette pudeur de jeune fille de certains a signé un texte pour les valeurs républicaines. Enfin, je sais ce qu'ont répondu mes prédécesseurs et mon éminent prédécesseur David Sitzheim lorsque l'empereur Napoléon lui demande est-ce que vous défendrez la France si elle est attaquée. Ils avaient répondu oui jusqu'à la mort. La question ne se pose même pas. Mais si elle se pose, alors il faut la poser. C'est le principe. Et je crois que sur ce principe-là, nous sommes prêts, non pas à faire des sacrifices, nous sommes prêts à accepter, je vous l'ai dit, moi, un contrôle préfectoral ne me gêne absolument pas. Un contrôle de l'État, on travaille en confiance. J'ai beaucoup moins confiance actuellement dans l'interprétation que certains pourraient faire. Donc moi, je me dis, cette loi, en réaffirmant des principes républicains, pourrait aussi réaffirmer que nous sommes dans une république laïque, c'est-à-dire avec des caractères propres pour chacun possibles, et pas dans une république athée qui fait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, par exemple, on va croire que je vise un seul département, mais par exemple, il y a un département où une municipalité qui livrait des colis pour encore créer du lien social, puisqu'il n'y a pas de repas possible pour les personnes âgées, elle a lancé un appel de marché. Sur cet appel de marché, elle a demandé des colis cachers, valables pour les musulmans et les juifs. Et la préfecture se posait des questions pour savoir est-ce qu'on attaque ou pas cette décision, parce que heureusement le préfet a eu l'intelligence de considérer que pour avoir des colis cachers, il vaut mieux dans l'appel d'offres mettre cachère, parce que si vous mettez une périphrase ridicule, vous voyez, des fois il faut faire simple. Et je crois que réaffirmer les choses importantes, c'est bien parfois. Dans la vie, c'est comme ça, vous savez. Dans la vie, si on fait les anniversaires de mariage, si on célèbre tout cela, c'est aussi pour redire des choses qui paraissent évidentes, et c'est bien de le dire parfois. Quant à la concertation en amont, oui, elle a été importante, je vous assure qu'elle a été importante, et ça a été inclus, parce qu'on a vu les projets évoluer, donc ça a été le cas. Maintenant, il pourrait y avoir une instrumentalisation de ce regroupement du social, tout ce qui est social dans les lois 1905, mais dans les faits, on crée d'autres associations pour porter cette activité. Donc, moi, je préfère avoir une homogénéité du système en disant donner à ceux qui ont besoin, c'est aussi s'occuper de celles et ceux qui, à un moment, sont en difficulté. Et on ne peut pas considérer que notre seule façon d'aider les gens, c'est de prier pour eux. Si j'osais ici, après avoir cité la Bible, permettez-moi de citer Bernard de Clairvaux, qui disait « La plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains ». Donc parfois, donner aux pauvres, c'est peut-être mieux qu'une prière. Donc est-ce qu'on ne peut pas considérer que donner aux pauvres soit aussi acceptable dans une association cultuelle? Alors, je sais que certains s'échinent à mettre dans la loi 1905 la gestion d'immeubles. Vous savez, qu'on nous donne déjà des immeubles, des legs, on verra après. Vous savez, moi, si vous en avez, vous pouvez le donner au consistoire, ça sera très volontiers. En tout cas, moi, j'en ai pas, donc je ne sais pas gérer un truc théorique. C'est une question de riche, ça, encore. Quant au rabbin, votre question est essentielle. Il y a la norme. En fait, nous avons la chance d'avoir une école rabbinique en France, à Paris. Elle était à Metz. Elle a quitté la Moselle pour s'installer à Paris. Elle forme les rabbins français. Certains postes sont obligatoires pour ces rabbins. Et puis, si on manque de personnel rabbinique dans telle ou telle communauté, on peut faire appel à des personnes qui ont les compétences sans avoir forcément la reconnaissance académique, qu'on valide rétroactivement par une commission. Et de toute manière, aucune association du consistoire ne peut nommer un rabbin s'il n'est pas validé par votre serviteur. En fait, j'élargis cette responsabilité au consistoire, puisqu'avec le président Mergui, qui est le président du consistoire central, nous sillonnons la France et on connaît toutes les communautés et on sait à peu près les besoins des uns des autres. Donc c'est toujours un échange entre les communautés locales et les instances nationales du consistoire. Mais globalement, il ne peut pas y avoir un rabbin autodésigné, parce que de toute manière, il s'insérerait dans
une institution administrative répondant probablement à la loi 1901, parce que si c'est 1905, il n'y a aucune possibilité, ça dépend de nous. Donc, imaginons quelqu'un qui va, je sais pas moi, dans une ville et il crée sa petite synagogue. Voilà, ce qui peut arriver parfois, ce qui crée parfois d'ailleurs des tensions locales, mais globalement, on arrive à imposer une sorte de Yalta des rabbins. Merci. Alors, Madame Goulet. Ensuite, ce sera Madame Benbassa, puis Monsieur Caner et Madame de la Gontrie. Monsieur Sueur. Bon, on va commencer par les 4 premiers. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup pour cette audition. Rappelant la prière de tous les samedis pour la République française dans toutes les synagogues, c'est quand même aussi un signe important. Et pour qu'elle vive dans la concorde, on a ici un texte qui a, à mon avis, beaucoup de vertus. Moi, je voudrais vous poser plusieurs questions. La première, c'est sur les revenus, notamment éventuellement étrangers, que vous recevez. Vous avez parlé des immeubles. Je considère qu'effectivement, d'abord, il faut en donner avant de les gérer. Je vois bien la mécanique. Et puis aussi... les Razanim qui viendraient de l'étranger, comment est-ce que, puisqu'on a cette dialectique pour les autres, pour au moins une autre religion, c'est important qu'on puisse faire la comparaison avec évidemment le judaïsme. Donc, question de Alex Bussinger nous avait expliqué dans une autre audition d'une autre mission d'information que la filière cachère représentait environ 30% des revenus du consistoire. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ce chiffre ou le faire vérifier, voir si ce chiffre a évolué, parce que c'est effectivement aussi très important pour le financement, notamment de l'islam en France. Merci beaucoup. Merci Madame Goulet. Madame Edmassa. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Bon, merci, Monsieur le Grand Rabbin, pour votre intervention claire et synthétique. Je voudrais d'abord dire quelques mots sur la première remarque de Madame Goulet, à savoir traduire cette phrase de loyauté à la République. C'est Dina Malkuta Dina, à savoir la loi de ton royaume, la loi du royaume est ta loi. Donc, c'est cette loyauté qui termine les prières dans le judaïsme. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez parlé du judaïsme traditionnel que vous représentez, mais vous n'avez pas parlé aussi de la composante réformée, libérale du judaïsme. Comme vous le savez mieux que moi, dès 1905, le culte juif s'est regroupé sous forme d'associations dans l'Union des associations cultuelles israélites de France et d'Algérie, à l'époque l'Algérie étant française. Le consistoire est une association cultuelle qui était, dès 1905, désignée le conseil d'administration de chaque association cultuelle. Donc, vous avez décrit la désignation des rabbins. Et oui, ils vont à l'école rabbinique. D'ailleurs, on peut se demander si ce modèle qui a été créé en 1829, puisque l'école centrale rabbinique de Metz a été créée en 1829 à Metz, et elle a déménagé à Paris en 1883. C'est vrai, je rappelle un élément, c'est que les rabbins au XIXe siècle allaient à cette école, et en même temps, pour avoir un enseignement laïque, objectif et disons plus... disons, pas de la théologie, mais un enseignement des religions, il faisait un diplôme à l'école pratique des hautes études qui se trouve encore à la Sorbonne. Alors, ça pourrait servir comme modèle pour la formation des imams. Aujourd'hui, bien sûr, les élèves rabbins de l'école ne viennent plus à la Sorbonne.
cette formation, cette constitution culturelle du culte juif a permis, n'est-ce pas, le pluralisme religieux. Par conséquent, il y a eu très rapidement la formation culturelle du judaïsme libéral. Les rabbins du judaïsme libéral, il y a quand même plusieurs femmes, en général sont formées à l'étranger, à savoir en Angleterre ou aux États-Unis ou en Israël, et ces personnes ne passent pas par la voie consistoriale. Alors il faut rappeler qu'il y a de très nombreuses synagogues libérales et qui s'adressent à des personnes qui ont leur pratique culturelle qui est un peu différente du judaïsme traditionnel que le consistoire représente. Alors aujourd'hui, on peut poser, voilà, je finirai avec ça, la question de savoir quelle sera l'influence ou les conséquences de cette nouvelle loi, aussi bien sur le judaïsme traditionnel que le judaïsme libéral. Est-ce qu'il y aura, disons, des changements qui se feront? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments sur les répercussions de cette loi sur le culte, les cultes, le culte, merci. Les différentes branches. Pardon, merci Madame Benbassa. Monsieur Caner. Excusez-moi, j'étais un peu surpris par... Oui, c'est pour ça que j'ai forcé la voix. Je voulais, mais je vous promets que je ne sors pas de la séance, Monsieur le Président. Je voulais aussi remercier, bien sûr, Haïm Kortia pour son intervention, empreinte des lumières de la Révolution, des décisions de l'Empire et de l'humour de Pierre Dac, ce qui fait un ensemble intéressant en la matière. Madame Goulet a rappelé la prière à la République du samedi matin à l'office de Shabbat, et ça montre tout l'attachement, bien sûr, à nos principes républicains portés par les communautés juives de France. Son consistoire central, il faut le rappeler aussi, qui vous nomme, Monsieur le Grand Rabbin. C'est donc un organe laïque qui nomme l'autorité cultuelle, donc garante de l'unité des communautés. Vous avez évoqué, et je vous en remercie, dans vos conclusions et dans vos propositions, l'idée que finalement organiser de manière régalienne les religions était le signe d'une république forte, mais qu'il fallait aussi qu'elle soit bienveillante pour éviter justement les dérives. Et en tant qu'ancien ministre de la ville, il est vrai que j'ai vu le dégât des prédateurs, mais s'il y a des prédateurs dans les quartiers, c'est qu'il y a des proies. Et les proies sont issues d'un terreau social qui, malheureusement, aujourd'hui est ce qu'il est, notamment dans ces quartiers que nous connaissons bien pour beaucoup d'entre nous. Vous avez évoqué donc l'antidote finalement de la réponse sociale, qui n'existe pas dans ce texte. Et je voulais simplement savoir si vous estimiez que ce texte ne pouvait prospérer que s'il y avait aussi cette dimension sociale à mettre en œuvre, qui est annoncée par le gouvernement dans un délai qui n'est pas aujourd'hui identifié, et surtout sur un contenu qui ne peut pas faire uniquement l'objet d'informations et d'annonces concernant tel ou tel milliard sur le terrain. Je pense qu'il faut une grande politique pour éviter effectivement ces dérives locales. Un dernier mot sur l'unité de la communauté et sur l'attachement à la République. Je voulais vous interroger sans aucune agressivité, vous l'imaginez bien de ma part, sur finalement les tendances communautaristes qui existent aussi dans la religion juive, et en particulier je pense au développement de la communauté Lubavitch dans beaucoup de nos villes, qui certes bien évidemment est très respectueuse des principes de la République, mais peut-être avec un renfermement sur elle-même qui peut poser interrogation aux citoyens qui peut les côtoyer. Je voulais avoir votre sentiment en l'espèce. Merci, M. Caner. M. Grand Rabbin, vous avez la parole, puis ensuite on prendra 3 autres questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice, vraiment, d'avoir rappelé la prière pour la République. Je ne voulais pas le faire parce que, comme je m'échine à supplier les autres cultes, en particulier l'islam, à le faire réciter dans leur mosquée, mais dans tous les lieux de culte,
très régulièrement, comme nous le faisons dans les synagogues. Je ne voulais pas tirer la couverture à nous, d'une certaine manière. Mais je crois que si, dans le moment le plus sacré du culte de toutes les religions en France, on est capable de redire que notre ambition, notre rêve, c'est de vivre ensemble avec nos concitoyens, parce qu'on ne pourrait pas imaginer, c'est pour ça que le principe même du communautarisme, je réponds un tout petit peu à l'avance à la question du ministre, enfin M. Kanner, mais c'est impossible de concevoir le communautarisme dans le judaïsme, parce que Jérémie, le prophète Jérémie, disait au peuple, priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes, parce que de sa paix dépend ta paix. Donc même s'il y avait, et imaginons, ce qui n'est pas le cas, qu'il y ait eu quelque part un moment une tentation de se dire on veut juste vivre bien, pour vivre bien, il faut que tout le monde soit bien. Vous savez que c'est le principe dans les mariages juifs, par exemple, de briser le verre au moment du mariage. Au moment du mariage, on estime, en général, c'est pas prouvé, mais en général, qu'au moins les mariés sont heureux. Au moins à ce moment-là. Ça reste à prouver de manière scientifique, mais normalement, c'est la norme. Eh bien, on leur demande à ce moment-là de briser un verre pour que symboliquement ils se disent « Nous savons malgré notre bonheur qu'il y a du malheur dans le monde, et c'est parce que nous sommes heureux que nous avons l'obligation d'essayer d'instiller du bonheur dans le monde. » Alors symboliquement, c'est aussi la destruction du temple de Jérusalem. Ça veut dire qu'aucun bonheur n'est complet s'il n'est pas partagé très largement. Donc vous avez raison, cette prière est essentielle parce que chaque fois qu'on l'entend dans les synagogues, nous sommes dans une logique qui nous pousse à dire qu'est-ce que je peux faire pour la République, comment je peux au quotidien. Et j'ai transformé cette prière d'ailleurs en proposant à mon prédécesseur d'y insérer un passage pour les soldats français après l'attaque d'Ouzbine, où on avait perdu 10 soldats. Je lui ai dit il faut qu'on inclue l'armée dans cette prière. Et puis quand on a vu le déploiement des forces de l'ordre et le risque que prenait le policier après les attentats, notamment les policiers morts à Charlie, avec Franck Van Solaro et Ahmed Berabé, et la policière à Montrouge le lendemain, j'ai dit il faut qu'on inclue aussi les forces de l'ordre, et c'est fait dans la prière pour la République. Donc oui, vous avez raison, c'est essentiel. Les revenus, l'étranger, il n'y en a pas. Globalement, c'est plutôt nous qui aidons. Mais s'il y a des revenus, ce ne peut être que de fondations, par exemple américaines ou anglaises ou suisses, mais tout est déclaré de toute manière. Donc la question de la déclaration ne nous gêne pas. Et je ne vois pas qui cela peut gêner en honnêteté, en toute honnêteté. Sauf à trouver que les fonds sont étonnants. Donc moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à voir ça. Pour ce que vous appelez le chazanim, c'est-à-dire tout le personnel qui n'est pas rabbinique, il peut arriver qu'il y ait des gens qui arrivent d'Israël, mais en général, ce sont des francophones. Souvent d'ailleurs des gens qui sont partis en Israël s'installer et qui reviennent maintenant servir les communautés. De toute manière, il y a des garde-fous aux tentations éventuelles de discours moins républicains que l'est consubstantiellement le consistoire. Ce sont les associations et les fidèles. C'est-à-dire qu'un Chazan ou un... Alors s'il a une très belle voix, on lui passe beaucoup de choses. Mais un Chazan, un personnel communautaire qui aurait des propos déplacés qui ne sont pas en cohérence avec la politique du consistoire et le fait que nous sommes profondément français, se verrait révoqué dans les 15 secondes par n'importe laquelle des associations consistoriales, libérales, réformées, massorties, enfin tout ce que vous voulez. Mais vous avez raison de le dire. Sur les revenus cachers, c'est une très 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 bonne et très importante question parce que c'est légèrement en baisse à cause des difficultés sur le marché cachère, sur le fait qu'il y a des opérateurs qui abattent à l'étranger et qui, à cause des accords avec les pays de Schengen, c'est un peu compliqué d'empêcher la viande abattue à l'étranger, surtout dans l'espace Schengen, d'entrer en France. Mais globalement, c'est de l'ordre de 30%. Je vous rassure, les musulmans sont en contact étroit avec nos responsables de l'abattage rituel pour à la fois nous formons les abatteurs rituels, nous aidons en tout cas à se former, notamment sur le bien-être animal et sur les normes d'hygiène, et puis sur une répartition équitable des droits d'abattage qui permettrait effectivement de sécuriser les financements notamment du CFCM. J'ose vous le dire, mais ça ne me concerne pas directement, mais j'étais stupéfait quand mes amis du CFCM m'ont dit que leur budget global, c'est 30 000 euros par an. C'est un moment, ils ont besoin de sources de financement. Pour répondre à la sénatrice Madame Benbassa, oui, vous avez raison de rappeler que la loi, à force de loi, donc tout ce qui est économique, et juste, mais c'est parce que vous êtes une historienne,
Je me permets juste de vous dire que je crois, mais j'en suis certain en fait, que l'école rabbinique a migré de Metz à Paris en 1859. C'est lié à un phénomène historique très précis, c'est pour ça que j'arrive à le dater, et pas 89. Mais ça a son importance, parce que, et là c'est important que vous rappeliez à la fois l'école rabbinique qui bouge et Dina de Malchut Adina, la vocation des rabbins formés à l'école rabbinique. Et j'ai retrouvé les textes, quand on regarde le livre sur l'histoire de l'école rabbinique, qui est un livre du rabbin, c'est le rabbin Boer, qui écrit l'histoire de l'école rabbinique de sa fondation jusqu'en 1930. Il explique que la vocation des rabbins était d'apprendre à parler français dans leur communauté. Interdit les discours en fait, c'était pas le yiddish. Le yiddish, c'est une langue en fait de Pologne. En fait, c'était le patois alsacien en particulier. Interdiction des discours en judéo-espagnol. Bref, les discours devaient se faire en français. Et donc, je date très précisément ce moment où le consistoire s'engage, comme d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis 1859, parce qu'en 1860, l'Alliance israélite universelle se fonde et va enseigner l'amour de la France, le français, à des générations de jeunes partout dans les pays, au Maroc, elle le fera aussi en Algérie, elle le fera en Syrie, puisque c'est suite à l'affaire de Damas, c'est pour ça que je la date de manière très précise. Et donc, l'idée, c'est nos rabbins ont vocation à rattacher la communauté à l'amour et à la conception très française du judaïsme. Ça donnera quelques anicroches en Algérie, parce que quand les jeunes rabbins frais et moulus de l'école rabbinique de la rue Vauquelin arrivaient en Algérie, il y avait parfois un décalage avec les maîtres anciens, voilà. Mais, in fine, ça a plutôt bien fonctionné et ça fonctionne toujours bien. Sur le judaïsme réformé, oui, évidemment, le rabbin ne passe pas par l'école rabbinique, mais ce sont aussi des associations très républicaines. On a des échanges avec ces associations, avec les rabbins, et je puis vous garantir et vous assurer de leur parfaite cohérence avec les impératifs républicains qui sont ceux définis, vous avez raison, par Dina de Malchut Adina, la loi de l'État à force de loi. Et globalement, si vous voulez, que ce soit dans tous les spectres de l'échiquier, que ce soit la réforme, pour anticiper pour la réponse pour M. Kanner, pour le mouvement Lubavitch que vous avez cité, il n'y a absolument aucune pulsion communautariste. Et pour les Lubavitch, dont on peut parfois discuter le côté très allant, disons, très missionnaire, ils ont une tradition que je trouve formidable, c'est de prendre un psaume et de le chanter avec l'air de la Marseillaise. Ce qui est assez émouvant quand on les entend chanter ça, une sorte de rencontre entre l'espérance républicaine de la Marseillaise et l'espérance des psaumes. Mais je reviens au cœur de votre question. Oui, la dimension sociale est essentielle. Réaffirmer des choses et ne pas mettre les moyens de proposer autre chose, c'est souvent ce qui nous manque. Je veux dire, la lutte contre le radicalisme, par exemple, c'est aussi proposer un contre-discours, y compris sur Internet. On parle des dérives, mais les dérives, elles débutent souvent sur Internet. Il faut qu'on soit capable de produire quelque chose. Voilà pourquoi moi je disais, je suis beaucoup plus pour quelque chose, mais le pour, il faut le nourrir. Donc, au niveau social, il faut qu'on soit capable de dire, il y a un travail qui est fait par certains, mais il est biaisé, il est sali littéralement par un but caché qui est de recruter des gens et de se détourner de ce qu'est l'espérance républicaine. Et donc, il faut qu'on mette en place un tissu social, qu'on irrigue à nouveau les associations par des fonds qu'on donne très rapidement. Je crois que le gouvernement a parlé de 1 milliard pour la politique de la ville dans le plan de relance. C'est quelque chose qui me semble être vital, parce que tout ce travail de proximité qui était fait a été abandonné, et la nature ayant horreur du vide, eh bien, certains se sont engouffrés dans cette faille. Et je crois qu'il faut collectivement qu'on soit capable de trouver les moyens de répondre à cette attente et ces besoins de tant et tant de personnes, de celles et ceux qui finalement n'ont que la République pour s'occuper d'eux. Bien, merci. Alors, d'autres questions? Je rappelle que le temps nous est un peu serré. Madame de la Gontrie, puis ensuite Monsieur Hervé, Monsieur Sueur et Monsieur Reichart. Madame de la Gontrie, vous avez la parole. Alors, est-ce qu'elle est encore là? Oui. Ah. Vous m'avez retrouvé? Nous vous entendons. Très bien. Merci beaucoup. Je salue évidemment Chaim Corsia.
Mais son propos m'intrigue parce que depuis le début des interventions, nous avons bien noté que par rapport à ce texte qui nous occupe, je résume, il ne voit pas de difficulté sur le contrat d'engagement républicain, et effectivement les rappels de certains et de plusieurs de la prière pour la République française convergent vers cette attente. Pas de difficulté pour le contrôle des flux financiers, même si on a identifié avec son humour habituel que c'était entre guillemets un problème de riches. La particularité de la nomination des rabbins et le besoin de soutien social, et c'était votre dernière intervention très intéressante. Alors du coup, si je dis que votre intervention m'intrigue, c'est que ceux que nous avons d'ores et déjà rencontrés, représentants des cultes, sont en revanche plutôt hostiles, en tout cas très inquiets de ce texte. Comment expliquez-vous cette différence d'appréciation ? Est-ce dû à l'organisation, à votre propre organisation qui fait que ce mode de régulation, le terme n'est pas heureux, a permis d'éviter les dérives qui nous préoccupent. Voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous imaginez pertinent, puisque incontestablement, il y a d'un côté une inquiétude face, ne nous racontons pas d'histoire, face au culte musulman et à la dérive de certains, et d'un autre côté, une inquiétude des religions, mais j'ai bien compris que ce n'était pas la vôtre, sur les effets collatéraux du texte qui nous est proposé. Merci, madame. Monsieur Loïc Hervé. Merci, monsieur le président, monsieur le grand rabbin. Dans la prolongation de ce que vient de dire Marie-Pierre de la Gontrie, je trouve que dans votre propos, il est intéressant que vous ayez insisté sur le fait que beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui pratiquent une religion dans notre pays sont d'authentiques républicains et à aucun moment dans leur pratique, quelle qu'elle soit, ils ne remettent en cause cela. Et d'ailleurs, dans l'essentiel des religions historiquement installées dans notre pays, l'islam étant une autre question bien sûr, la question de la prière, notamment pour la République, le dominé Salvam Fac Galliam, devenu Republicam par la suite, et qui est récité à Rome chaque année, procède de cette même logique, et c'était bien que Nathalie Goulet le rappelle. Donc moi je trouve que vous, même si vous êtes peut-être plus allant que certains de vos prédécesseurs représentant les cultes sur ce texte, vous avez quand même manifesté, c'est important de rappeler cela. Et moi, je trouve que votre proposition de rappeler dans l'article 1er la notion de liberté religieuse et de liberté de culte, c'est quelque chose de très important pour moi. Et dans la liberté de religieuse, il n'y a pas que la liberté de conviction ou la liberté d'avoir une foi, mais la capacité de la pratiquer. Et j'en reviens à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc on a bien ces deux éléments-là, la foi, les convictions religieuses et la pratique religieuse. Et pour moi, si on arrivait à avoir dans ce texte cette espèce de fêtage qui permettrait de rappeler ce principe-là dans cette loi-là, ça permettra ensuite d'irriguer les articles suivants pour bien rappeler le fil directeur qui est celui-là. Donc j'espère que nos rapporteurs l'ont bien entendu. En tout cas, je trouve que c'est une belle proposition que vous avez faite ce matin. Merci. Merci, M. Hervé. M. Sueur. Dans le droit fil de ce que vient de dire M. Hervé, c'est vrai que je vous remercie pour cet apport à l'article 1, mais je voulais faire observer que, comme il l'a dit lui-même, M. Hervé, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution actuelle contiennent déjà finalement cela. Et j'ai été aussi très intéressé par le fait que vous critiquiez finalement très peu ce texte. Et alors, comme j'ai une sensation bizarre, je me suis dit, allons-nous être au chômage ? Parce qu'il n'y aurait rien à changer. Je voulais vous demander s'il y avait encore quelques perfections qui, dans votre esprit, manqueraient à ce texte. C'est la première question. Et la deuxième,
Vous avez dit qu'il fallait lutter contre le radicalisme en disant des choses positives. Vous savez, nous avons travaillé il y a quelque temps avec justement Nathalie Goulet, Henri Richard sur le radicalisme. Et nous avons vu tous les vendeurs de poudre de perlimpinpin qui disent voilà, on va vous faire un stage en 3 semaines et vous allez être déradicalisés. Ou alors on va vous présenter 4 vidéos et vous allez être déradicalisés. Vous savez, quand quelqu'un a des idées radicales dans la tête, il y croit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va croire autre chose, voire le contraire. C'est pas simple comme sujet. Et on peut faire des messages sur Internet, on peut même envoyer des textes. Mais je ne suis pas sûr que ça aura de l'effet. Qu'est-ce qui peut faire finalement qu'on lutte effectivement? Moi, j'ai une réponse, l'école publique laïque républicaine. Mais son emprise n'est peut-être pas assez forte aujourd'hui. Parce que, en fait, on fait un texte sur beaucoup de choses. Et le problème qui est posé, c'est celui-là. Merci, M. Sueur. Alors, M. Reichert et Mme Gattel. Et ensuite, M. Grand-Rabbin répondra. Monsieur le Grand-Rabbin, je me permets de vous poser la question que j'ai posée aux représentants des cultes qui ont bien voulu se présenter devant nous avant vous. Rien dans ce texte sur la qualification, la formation des ministres des cultes. Or, à n'en pas douter, l'absence de qualification d'un grand nombre d'imams dans ce pays aboutit, ou a d'ores et déjà abouti à une certaine radicalisation de certains de leurs fidèles. Donc ma question est très directe. Ne pensez-vous pas que devrait apparaître dans ce texte une exigence de qualification des ministres du culte, ce qui passerait naturellement par la définition d'un ministre du culte? Alors on objecte que cela consisterait à organiser la religion. Non, pour moi non, c'est simplement une exigence de qualification qui serait stipulée, à charge naturellement pour les religions de déterminer le niveau de cette qualification, qui devrait l'assurer, etc., etc. Moi, pour moi, c'est simplement une question d'ordre public, vraiment d'ordre public. J'en profite pour ajouter une autre question. Ce texte, manifestement, il s'appelait à l'époque lutte contre les séparatismes. Maintenant, c'est la confortation des valeurs républicaines ou des principes républicains, vous le savez bien. Il est fait initialement, clairement, pour lutter contre les dérives de l'islam politique. Et j'ai le sentiment quand même que à cet égard-là, le compte n'y est pas. À titre personnel, le compte n'y est pas. Notamment, on est en train de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions nouvelles sur les associations. On en a parlé, etc. Mais par exemple, même si on met de l'ordre, même si les associations doivent rendre de compte sur le plan financier, sur les flux, etc., il y a des choses qui restent encore très largement opaques. C'est, par exemple, chez les musulmans, le halal et le pèlerinage, le hajj. Très clairement, si on veut mettre de l'ordre dans les associations, il faut peut-être regarder aussi ce qui se passe dans ces deux domaines. Et ce faisant, je rejoins la question tout à l'heure de Nathalie Goulet. Est-ce que le fait que le gouvernement n'ait pas voulu mettre dans son projet de loi des dispositions concernant, par exemple, le halal, n'est pas lié au fait qu'effectivement, il y a chez vous le kasher qui ne pose aucun souci, enfin, en termes de transparence. Est-ce que vous seriez gêné si nous envisagions de rajouter l'un ou l'autre élément de ce type pour améliorer la transparence des flux financiers dans ce texte, notamment pour ce qui concerne le halal. Voilà. Et je rejoins la question de M. Sueur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous proposeriez, le cas échéant, d'ajouter pour aller dans le sens recherché de lutte contre le radicalisme, entre guillemets, religieux? Merci. Merci. Dernière question, Mme Gattel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur, je voudrais vous remercier pour cet esprit de dialogue que vous savez toujours nourrir, à la fois avec gravité, exigence et bienveillance. Ma question est assez simple, monsieur.
elle a trait au phénomène que nous constatons aujourd'hui, lié à la montée de l'antisémitisme. Certains citoyens de confession ou de culture juive ont enlevé leurs enfants des écoles de la République pour se protéger. Il ne s'agit plus là simplement d'avoir la liberté de pratiquer sa religion ou de suivre un enseignement toléré par les lois de la République, mais confessionnel, simplement parce qu'ils ont peur, qu'ils craignent et qu'ils sont en danger. Quel constat adressez-vous aujourd'hui de ces départs et de cette situation? Je vous remercie. Madame la Présidente. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve une remarquable cohérence dans ces 5 questions. Je vais essayer de répondre très rapidement parce que, oui, la prière de la République, en fait, en y réfléchissant, et selon la question remarquable de Mme de la Gontrie, c'est une réaffirmation de la volonté des principes républicains hebdomadaires. Donc il ne s'agit même pas de signer quelque chose une fois tous les 5 ans, c'est semaine après semaine, nous réaffirmons ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois dans l'histoire, chaque fois que la République a été forte, le judaïsme a été serein. Chaque fois que la République a flanché, en 1895, au moment de l'affaire Dreyfus, c'était le moment où il y avait une hyper-fragilité de la République. Il y avait des forces anti-républicaines. Sachons qu'à Oran, par exemple, qui était la France à l'époque, à Oran, un maire sur une liste antisémite est élu. C'était un maire qui se définit comme antisémite. Il n'y avait pas d'autre parti que l'antisémitisme. Il est élu. Donc la République est fragile, la situation des Juifs est compliquée. Puis la République l'emporte et la situation des Juifs se stabilise. Les Juifs s'engagent dans la Première Guerre mondiale de manière incroyable. Et lorsque la République tombe en 1940, la situation des Juifs est catastrophique. Donc c'est simple, l'équation pour moi est simple. République forte égale judaïsme serein. République fragile ou République en danger égale judaïsme fragile, judaïsme en danger. Voilà ma réponse. Et je crois que ça déroule finalement une sorte d'obsession républicaine que Pierre Birnbaum avait appelé dans un livre incroyable, les fous de la République. Les fous de la République, ce que le judaïsme a toujours été. Je rappelle une fois de plus la devise du consistoire, religion et patrie. La question du sénateur Luc Hervé est formidable. Vraiment, c'est très important. C'est effectivement une liberté de pratique religieuse. Et malheureusement, souvent les gens l'oublient. Non, mais il y a une liberté de conscience. Non, la liberté de conscience, c'est chez soi. La Troisième République, j'ose le dire devant une professeure d'histoire qui parlait tout à l'heure de l'EPHE, dont effectivement les rabbins étaient très souvent diplômés. Je dirais même ils étaient les animateurs. Je pense au regretté grand rabbin de Toiti. Mais la Troisième République disait que les Juifs devaient vivre comme des Français à l'extérieur et des Juifs à la maison. Ce qui voulait dire 100% du temps schizophrène. Mais la réalité, c'est que nous sommes Français et Juifs partout, tout le temps, à la maison, dehors, tout le temps. Parce que ce que nous apportons, chacun dans sa différence, dans son niveau de pratique, ou dans son athéisme, dans sa religion, chacun comme il l'entend. Ce que nous apportons à la République, c'est notre façon de la construire par nos gestes, par nos engagements, par notre pratique. Et donc, limiter la religion comme trop souvent, certains le font, à une sorte de liberté de conscience, j'espère bien qu'on ne va pas contrôler ce que je pense. Seul l'Éternel, oserais-je dire ici, sonde les reins et les cœurs. Autrement dit, c'est bien la liberté de pratique religieuse qui est importante et il faut le rappeler effectivement. À la limite, c'est l'ordre public. Que je n'empêche personne de vivre sa foi librement, que je ne gêne pas le déroulement, qu'on ne fasse pas des manifestations de rue. Chaque fois qu'on doit aller dehors, on demande l'autorisation préfectorale, comme n'importe quel autre organisme qui doit utiliser l'espace public. La question, si vous permettez de faire presque une tautologie, cher monsieur le sénateur, c'est que, oui, mais le titre de la loi, c'est le rappel des principes républicains ou réaffirmation des... Donc, oui, vous avez raison, évidemment raison. Ça se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça se trouve dans l'article 1er de la loi 1905, mais si on est déjà à rappeler les choses importantes, rappelons-le. Rappelons-le juste pour dire, non, les religions ne sont pas une menace pour la société, au point que nous ayons besoin de les encadrer. Nous avons besoin, ensemble, avec les religions, de construire un espace de confiance. C'est ça qui me paraît important et c'est ce que j'espère voir dans la loi. Vous avez posé une question essentielle. Qu'est-ce que je proposerais? C'est simple. Le président du consistoire, Joël Mergui, a fait une proposition que je trouve plutôt juste, c'est qu'il faut quand même, si on veut faire basculer toutes les associations qui font du culte dans la loi 1901 sur 1905, il faut donner des avantages pour le faire. Alors il propose par exemple que la défiscalisation soit de 75% des dons, comme ça l'est pour, par exemple, les Restos du Cœur.
En gros, vous faites du culte dans une loi 1905 plus contrôlée, plus contrôlable, plus cohérente. Alors on vous donne un avantage. Après, il faut trouver d'autres avantages. Mais c'est justement votre travail peut-être de proposer une amélioration pour trouver des incitations à ce que les associations préfèrent basculer dans le 1905. À 90%, c'est mieux. Voilà un fin économiste. J'ose dire, je fais très attention à ce que je dis ici. Vous avez vraiment tellement raison sur le radicalisme, j'y crois pas. Oui, comment j'ai aimé votre formulation, poudre de perlimpinpin. Vous avez raison. Vous avez tellement raison qu'en gros, l'enjeu n'est plus de déradicaliser, mais de faire en sorte que leur discours ne soit pas audible par d'autres. Ce sont les autres qu'il faut contrer. Et le contre-discours, il n'est pas pour déradicaliser les méchants, il est pour empêcher les méchants de rendre méchants d'autres. Et donc, par exemple, on a fait un programme incroyable qui s'appelle Aladdin, avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui consiste à diffuser gratuitement sur Internet des textes comme Si c'est un homme, le journal d'Anne Frank, traduits en perse, en ourdou, en arabe, en farsi, en toutes les langues, et libres de droit, accessibles sur Internet, pour que la jeunesse de ces pays puisse aller trouver les textes et ne soit pas que portée, si elle cherche des informations sur la Shoah, ne soit pas immédiatement dans un site conspirationniste, un site qui veut dire qu'il n'y a rien négationniste. Donc oui, il faut manifester le principe de lutte, y compris par du contre-discours, mais pas pour les méchants, je pense que c'est trop tard, mais pour ceux qu'ils cherchent à embrigader. Cher monsieur le sénateur Richard, vous avez 10 fois raison, la formation des ministres des cultes, mais je sens que dans ce texte, l'idée c'est de ne pas rentrer dans la gestion interne des cultes. Et la formation, c'est le cœur du cœur de métier de ce que font les cultes. Comment on forme les rabbins, les pasteurs, les prêtres, les imams. Donc oui, c'est tellement vrai ce que vous dites, il faut empêcher que les gens utilisent des imams inadéquats. On commence déjà, et je crois que le président de la République l'a annoncé, à dire qu'en 2024, il n'y aura plus d'imams. Enfin, je fais attention ici, je sais que dans cette enceinte, on fait attention avec les passeports diplomatiques, mais il n'y aura plus d'imams avec des passeports diplomatiques d'autres pays. Je sais que certains ici sont très attentifs. Ah bon? Je ne sais pas. Exactement là. Ah, pardon. Mais bon, une fois qu'on les enlève en 24, il faudra bien le remplacer par des imams formés en France. De ce point de vue-là, le PHE a son rôle à jouer. L'école pratique des études, l'Institut catholique a des choses à faire, la faculté de Strasbourg a des choses à faire. Et puis, les instances musulmanes sont elles aussi capables de produire de la formation d'imams. Elles ont le temps pour le faire. Il faut juste les accompagner dans cette vocation. Pour le Hajj et le Halal, vous avez raison, il faut absolument qu'eux puissent ramener ces flux financiers vers les instances communautaires et pas vers des intérêts particuliers. Mais ça, il n'y a pas besoin de loi pour contrôler les choses. C'est-à-dire un bon JR des impôts, franchement, ça marche très bien. Croyez-moi, les flux financiers sont traçables. Et c'était toute la force du judaïsme qui a considéré un moment que le produit de la viande cachère devait aller à la communauté. Globalement, parce que c'est une sorte de redistribution. Donc après, il faut une péréquation entre les communautés riches et les communautés pauvres. Enfin, Madame la sénatrice, vous soulevez une question très douloureuse, l'absence d'enfants juifs dans l'école publique dans certains endroits, et c'est une réalité qui date depuis 2002, un peu sans beaucoup d'écho d'ailleurs malheureusement. 2002, il y a un livre qui sort qui s'appelle Les territoires perdus de la République, et qui dénonce cette situation. Bien entendu, on fait taire les auteurs, on les traite de tous les noms, on les accuse de briser le pacte républicain. 20 ans après, 19 ans après, nous sommes obligés de constater qu'ils avaient malheureusement raison, et que là où chaque endroit où les élèves juifs ne pouvaient pas trouver leur place, eh bien, 20 ans après, nous pouvons constater la baisse de niveau d'engagement républicain, une sorte d'abandon, et je crois que collectivement, je comprends les parents. Moi, je suis un enfant de l'école publique, mais je comprends les parents qui mettent leurs enfants dans le privé catholique. Il faut rendre hommage à l'école privée catholique qui accueille ses enfants, dans le privé laïque. Mais je crois que on peut pas se satisfaire d'une situation
dans lequel il n'y a plus d'espérance. Et moi, je crois profondément dans l'école républicaine, qui est toujours, c'est-à-dire l'école privée religieuse est aussi une école républicaine. Et moi, je peux vous dire que j'ai mis ma fille dans une école uniquement parce qu'en rentrant dans le bureau de la directrice, j'ai vu la photo du ravivage de la flamme que j'organisais lorsque j'étais au Mounier des Armées. Et lorsque j'étais dans les armées, je faisais venir des écoles pour venir chanter la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. Quand j'ai vu dans le bureau de cette directrice cette photo, j'ai dit, madame, si vous êtes d'accord, je vais mettre ma fille chez vous à cause de cette photo. Parce que je pense que malgré le caractère propre des écoles, on vit la même espérance républicaine. Et peu importe comment on la vit, dans la mesure où on arrive à la vivre ensemble, alors on retrouve un espace de ce qu'est la République.